Vous prenez l'article 218 de la Constitution, qui précise clairement que les mécanismes du changement de la révision, voilà. de la révision constitutionnelle doit être actionné si l'initiative est là. Il y a 4 personnes qui ont l'initiative. Le chef d'État, le Parlement, le gouvernement, le peuple que nous sommes. Parlant de révision, parce que jusqu'ici, le chef de l'État n'a pas dit qu'il changeait ou il révisait. Il dit qu'il va nommer une commission qui va tabler sur la révision ou les changements. Non, il avait dit la rédaction d'une nouvelle constitution. J'en arrive. C'est qu'il y a une nouvelle, c'est clair. Hein? Oui, mais il y a toujours le mécanisme. Parce que la Constitution répond tout ça. Il n'a pas parlé donc, ici, on parle de dispositions. Donc, lui, en tant que garant de la nation, il peut les faire. Et l'article 5 de la Constitution dit clairement. L'article 5 dit que le changement de la Constitution on parle de référendum, peut se faire par élection ou par référendum. Donc, le chef de l'État à ces mécanismes-là. Les 2 représentants des 2 chambres du Parlement ont ce pouvoir-là aussi. Le gouvernement régnant en Conseil des ministres a aussi cette option-là. Et puis, en dernier lieu, il y a 10% de la population qui peuvent agir par pétition, avec 100 000 signatures. Donc, quand les gens viennent vous dire, non, la Constitution a prévu la révision, mais les changements, ce n'est pas prévu. Mais l'article 5 est clair. L'article 5, parlons-en. Vous comprenez? S'il y a des matières qu'on ne peut pas toucher parce que les gens veulent apporter, veulent faire de l'amalgame des choses, ils veulent amener les gens au flou. Non, constituer un lobby, ils ne peuvent pas le faire. Mais l'article 5 est clair. C'est-à-dire s'il y a une question qui relève de la décision populaire, parce que cette constitution avait été votée au référendum en 2005 par la population. Tout à fait. Vous comprenez? C'est la population qui a conféré le pouvoir à cette constitution, devenue opposable à tous les Congolais. Mais si également, il y a une question liée à son changement, la question sera soumise également à cette population via un référendum, pour qu'elle puisse se prononcer sur oui ou non, on doit changer la constitution. Maintenant, qu'est-ce que les gens viennent vous dire? Est-ce que sommes-nous en mesure d'organiser un référendum? Et pourquoi pas? Les moyens. Mais de quels moyens vous parlez? Disponibles. De quels moyens vous parlez? Les élections? Non, mais comment écoutez, on va trouver les moyens? Pourquoi je l'ai dit? Parce que vous et moi avions suivi le budget de 2025. Il n'y a aucune rubrique où on parle d'élection, où on parle de référendum. L'enveloppe, s'il faille organiser l'élection, il nous faut au moins 1,2 milliard. Et dans le budget de 2025, rien n'est prévu. Alors quand on parle référendum, comment on va s'y prendre? Est-ce que, cher Guélor, je crois que les budgets organisent tout, même l'organisation des élections au pays. Non, vous avez raison. Mais vous et moi savons également que s'il faille parler d'élection, c'est en 2028. Les budgets de 2025, il n'y a aucune rubrique où on parle d'élection. Alors l'enveloppe de 1,2 milliard, où trouverons-nous tout ça? Mais écoutez, moi je ne voudrais pas qu'on mette la charrue devant le bœuf. Dans le budget, il y a... Le gouverneur sait prévoir, justement, le gouverneur sait prévoir. Voilà. C'est-à-dire, il y a les budgets qui est prévu régulièrement. Il y a aussi un budget qui vient d'ailleurs. Mais le moment venu... Qui va venir d'ailleurs? Non, mais c'est-à-dire qu'il y a des recettes sur place. Il y a également dans les budgets, il y a toujours des rubriques de sommes qui viennent de collaborations ou entente avec le Fonds monétaire et autres. Et puis, donc s'il faut organiser référendum, s'il faut organiser élection... Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Voilà ma réponse à ce qui concerne la question, c'est qu'il n'est pas encore moment de parler de cela. Dans tout ce que nous faisons ici, ce n'est qu'un débat. Que ce soit la décision sur l'ordonnance qui va convoquer la commission, elle n'est pas encore signée, hein? Et les budgets y afférents n'est pas encore voté. Attendons quand viendra le moment, on va poser tous la question au gouvernement de nous dire comment vous allez faire. Mais le plus important, il faut savoir que gouverner, c'est prévoir. Et les gouvernements, le chef de l'État qui a parlé de la commission qui va nommer, voilà, qui mettra en place, qui va nommer, ou mettra en place, je crois que
quand viendra le moment, il y aura toujours une solution qui sera trouvée. Comment est-ce que le chef de l'État qui dit « je ne vois pas qui va m'empêcher parce que je suis le garant de la nation ». Je viens de faire une petite gymnastique avec toi. Il veut s'imposer? Non, mais j'ai la parole. C'est un langage dictatorial ou bien? Non, je suis en train de te répondre à la question. Je viens de faire avec toi une gymnastique partant de deux dispositions constitutionnelles, l'article 218 et l'article 5. Dites-moi, parmi les gens ayant que la Constitution reconnaît le droit d'actionner le mécanisme de la révision, le chef d'État y est ou non? Oui. Il y est. L'article 218. Est-ce que Kabila est là? Fayoulou est là? Ambongo est là? Chadari est là? Fayoulou se retrouve Franklin Chamala. Attendez. Il se retrouve dans l'article 5. J'arrive. Lors du référendum, en tant que peuple, oui. Oui, mais il se retrouve... J'en arrive. Ouais. Ça, c'était une question qu'on va parler d'une certaine manière. J'ai justement en train de te dire que à l'article 218, il dit « personne ne va m'empêcher parce que ses prérogatives constitutionnelles lui est reconnues par la Constitution ». Et lorsque Kabila a changé, parce qu'il se constitue en bloc des opposants disant qu'il ne peut pas changer. Lui, quand il a changé, quand il a révisé et changé la Constitution, qui lui avait donné les droits? Parce qu'il ne réfléchit pas. Si Kabila et compagnie réfléchissaient, ils comprendront que Félix est en droit de faire cette démarche parce que c'est une prérogative constitutionnelle qui lui est reconnue. Cette démarche dont vous faites... Deuxièmement, vous parlez révision ou changement? Il y a les deux, des concepts qui diffèrent. Les deux. Alors que la Constitution ne parle pas de... Mais peuple congolais... ne parle pas du changement. Peuple congolais, je vous prends en témoin. Non. Alors, il fait la sourde d'oreille. Pas du tout. Parce que j'ai bien explicité. L'article 218 est clair. Voilà. L'article 200 et l'article 5 de la Constitution est clair. J'ai bien dit ceci. S'il vous plaît, je vous relance simplement. Oui. Molo. Article 218, c'est là où on parle de la révision, n'est-ce pas? Oui. Et qui sont censés initier c'est cette dernière. Oui, ça répond justement à la problématique mais là, nous parlons de révision, voilà. Non, mais j'en arrive. Justement, on est dedans. Voilà. Quand tu dis qu'il a dit, est-ce qu'il va faire le forcing? Est-ce qu'il va s'imposer? De quel droit? Mais les droits, il tire le droit de l'article 218. Et puis, s'il veut changer, il tire le droit de l'article 5. Salut à vous tous et à vous qui êtes branchés, heureux de vous retrouver pour ce nouveau Nice Press. Nous sommes très joyeux, très heureux d'être des vôtres et encore ce matin. Un seul invité est sur ce plateau. Il s'agit de Monsieur Béni Eli, Maître Béni Eli, parce que des professions, c'est un homme de droit. C'est notre invité de ce matin. Il est politique. Il est président de son propre parti politique. Il est membre au sein de cadre même au sein de l'Union sacrée. Il est le secrétaire général adjoint dans une structure... Non, général. Secrétaire général, plutôt, dans une structure de la République. Force... le nom de votre structure où vous soutenez les actions du chef de l'État? À la structure de communicateurs dénommée Défenseur de la République. Défenseur de la République, exactement. C'est l'expression que j'ai cherchée, ou encore le nom que j'ai cherché. C'est notre invité de ce matin avec qui nous allons aborder toutes les questions d'actualité, surtout en rapport avec la Constitution. Est-ce qu'il y aura plutôt révision ou changement? Si oui, pourquoi? Mais vous êtes sans ignorer qu'il y a une frange de l'opposition surtout qui s'impose, qui s'oppose même pour pas qu'il y ait révision, encore moins changement. Nous allons vous en dire plus. Maître Béni Eli, merci d'être là et bon jeudi à vous. Merci à toi Guélor, merci pour l'invitation. Merci à cette grande chaîne qui nous reçoit. Je salue le promoteur de cette grande chaîne. Je salue tous les techniciens qui font un travail remarquable. Merci beaucoup. Et je profite également de l'occasion pour saluer tous les Congolais qui ont l'occasion de nous suivre en ce moment, ceux de la diaspora, ceux qui sont au pays et tous ceux qui aiment leur pays. Donc, je vous salue. Alors, le chef d'État fait la ronde de la République. Il échange avec la population. En premier lieu, c'était à Kisangani. C'est là où il avait mis le vœu. Il avait dit clairement que la Constitution, celle que nous avons nos jours, elle est mauvaise. Elle a été écrite ou rédigée, pas pour nous les Congolais, encore moins par les Congolais, d'où il faut qu'il y ait changement ou révision. Ça n'est poursuivi
Et la dernière intervention, c'était à Kalemi, mais bien avant, les chefs d'État étaient au Katanga, au Lubumbashi précisément. Il maintient sa position de reviser ou de changer la constitution. Là aussi, il y a de quoi se poser des questions parce que jusqu'ici, on n'a pas de précision. Est-ce qu'il y aura changement ou revision? Mais toujours est-il que les chefs d'État tiennent mort de qui ce qui est changement de la constitution. Si on vous posait la question de savoir quelles sont les raisons majeures, quels sont les articles qui indisposent, les articles qui dérangent, les articles qui fâchent, qui fait à ce que le Congo ne puisse pas aller de l'avant pour pas qu'il y ait développement. Et cela va pousser peut-être aux Congolais que nous sommes de dire oui, il faut changer la Constitution. Merci beaucoup, cher Guélor, de l'occasion que vous m'offrez à pouvoir parler à mes concitoyens sur ces sujets combien importants qui est en train d'effrayer la chronique en ces derniers moments. Je crois que les raisons sont multiples par rapport à ce qui concerne la révision ou le changement de la Constitution. Le chef de l'État l'a dit clairement à Kisangani, mais tout remonte lors d'un voyage où il était en Europe, avec une forte délégation arrivée dans une salle où il devait s'entretenir avec la diaspora congolaise de la France ou, je ne sais pas moi, de la Belgique. Ils ont demandé carrément que cette constitution soit changée. Et je crois que c'était les leitmotivs, les raisons ayant poussé peut-être les gens à commencer à discuter sur la question. Et les chefs de l'État, en tant que garant de la nation, après avoir analysé 6 ans durant la situation que traverse notre pays et les couacs contenus dans notre loi mère, qui est la Constitution, il a demandé, il a dit que d'ici l'année prochaine, il va mettre sur pied une commission qui devra réfléchir sur les faits de savoir s'il faut réviser, s'il faut réviser ou s'il faut changer la Constitution. Donc, c'est comme ça. Et partant de cela, il a indiqué clairement que cette Constitution n'est pas l'émanation ou la volonté des Congolais. Et ce qui est vrai, parce que le rédacteur ou l'homme ayant reçu la mission de la rédaction de cette Constitution, le professeur Bob Kabamba, qui est belge, il est professeur à l'Université de Liège à Bruxelles, donc en Belgique. Il a reçu mission de la part de Louis Michel à l'époque, soit du gouvernement belge, pour pouvoir recruter les experts qui vont rédiger cette constitution. Chose qui fut faite. Après qu'ils aient rédigé la constitution, ils sont venus en RDC pour pouvoir recruter quelques Congolais avec qui ils devaient discuter. Il fallait maintenant trouver le choix d'un lieu où qui allait abriter cette harmonisation avec les experts congolais trouvés sur place. C'est comme ça que les professeurs Bochab, les professeurs Essambo, les professeurs Bagnakou et les autres. Oui, voilà, Mampouya et les autres. Donc, mais le nombre des expatriés était nombreux, c'est ayant rédigé cette constitution. Donc, il est à savoir qu'une constitution, encore moins une loi, doit être écrite en tenant compte de nos convictions, nos réalités, notre vécu. Donc, ceux qui ont rédigé cette constitution ne connaissaient pas quelles étaient notre réalité. Ils ont écrit la Constitution selon les plans que l'Union européenne, avec les États-Unis, avait en tête de pouvoir entrer chez nous, piller les Congo et placer des gens qu'elles jugent être soumis à leur plan pour pouvoir déstabiliser notre pays et prendre les minéraux et tout ce qui va avec, et au finish, balkaniser les pays. Et je crois qu'on va le démontrer, mordicus, dans notre développement. Il faut dire que quand vous lisez les articles 3 et 4 de cette Constitution, il est dit clairement qu'il faut, on a créé des entités décentralisées qui soient autonomes. Vous comprenez? Et au finish, il faudra maintenant, à l'article 4, il précise qu'il faut créer de nouvelles provinces. Vous comprenez? Alors qu'avant, la Constitution qui gérait notre pays, avant celle-ci, nous avions 11 provinces. Et cela devait être changé pour justement avoir plus de provinces, ce qui faciliterait l'émiettement de notre pays.
Et c'est là la raison pour laquelle vous avez vu qu'un homme comme Robéroy avait été placé comme un éternel ministre de la décentralisation pour pouvoir justement mettre sur pied et exécuter ces projets-là. Et c'était déjà en train d'être exécuté. Vous comprenez? Alors, d'autres éléments, c'est que en 2012, vous avez vu M. Sarkozy venir ici dire aux Congolais que, au nom de la solidarité africaine, il faudra permettre à ce que les autres pays viennent ici chez vous pour prendre les richesses, parce que vous êtes immensement riches. À vous seul, vous ne pouvez pas consommer ce qu'il y a sur votre sol et sous-sol. Il faudra que les autres viennent. Et c'est l'article 217 de la Constitution. Et vous allez comprendre aujourd'hui que dans le cas de vouloir distraire l'opinion, c'est devenu la cheval de bataille d'une certaine opposition qui, justement, est en mission de faire voir aux Congolais que l'article 217 veut dire que l'EAC, parce qu'on a signé, il vous parle de l'article 4, comme on a entendu M. Peng sur France 24, en ignorant, en ne comprenant pas ce qu'il dit parce que le fait que la RDC ait ratifié la charte de l'EAC, à son article 4, on parle de la souveraineté. Oublions qu'à chaque fois qu'un pays adhère ou ratifie une organisation régionale ou sous-régionale, ou à des accords, si suivant les objectifs qui sont fixés, les partis membres ou signataires ont certaines facilités selon les objectifs qui se sont fixés. Et dans le cas de leur collaboration, ils peuvent s'entendre de l'abandon partiel de la souveraineté en fonction de ce qu'ils vont faire. C'est peut-être dans les domaines du commerce, les commerçants d'un État membre devront aller vendre leurs marchandises dans l'autre État sans embargo, sans être dérangés et profitant des tarifs douaniers et tarifs fiscaux. Donc, il y a ce qu'on appelle, en termes de droit des affaires, les privilèges des prix entre membres. Et tout ça est réglé par la charte ou l'accord qui est signé. Ça n'a rien à voir avec ce qui est dit à l'article 217. L'article 217 aujourd'hui, si on a un problème avec un État voisin parmi les 9 que nous avons, donc si la communauté internationale doit venir en rescousse pour pouvoir trancher les problèmes, ils vont nous dire laissez aux autres cette partie-là. C'est exactement... C'est ce que dit l'article 217. Justement, c'est ça l'esprit et la lettre. Parce que pour pouvoir comprendre une loi, nous, dans le cours de l'étude générale à l'étude de droit, IGED, le professeur Pindimbe Sakif nous a appris que pour pouvoir mieux interpréter ou comprendre l'esprit et la lettre d'une loi, il y a des éléments majeurs. Il faut comprendre, l'intention du constituant ou du législateur, et puis il faut comprendre la nature de l'acte qui est sous examen. Mais dans les cas sous examen, nous avons constaté que les 30 dernières années, ici, notre pays est le théâtre de l'insécurité causée par les États voisins avec le soutien des pays de l'OTAN ou des pays occidentaux. Depuis 1994, Bill Clinton, le président des Américains, avec la France, ils ont créé un génocide au Rwanda, ayant permis des prétextes pour entrer chez nous. Et depuis là, on n'est plus en paix. Il vous souviendra également que lorsque le président Macron est arrivé ici chez nous, lors du point de vue conjoint avec le président Félix Tshisekedi, il a dit clairement que ce n'est pas le problème de la France, encore moins de l'Union européenne, si depuis 1994, jusqu'à ce jour, votre armée est désorganisée, votre administration n'est pas organisée. Donc les mots ont leur sens. La date qu'il prend pour repère, elle a également tout son sens. Mais il appartient aux Congolais de comprendre. De ce pourquoi nous disons aux Congolais qu'il faut vraiment ouvrir l'œil et le bon, parce que le problème qui est ici, c'est le problème de notre pays qu'il faut sauver. Ce n'est pas un problème des individus ou du mandat du chef de l'État, comme l'entendent dire certains. Et il faut également comprendre que nous avons en RDC 250 tribus et 450 ethnies. Donc, parmi toutes ces tribus, ces ethnies,
vous allez comprendre que nous avons toujours vécu depuis nos ancêtres en harmonie, en paix, en amour. Oui. Et aujourd'hui, nous mangeons pratiquement les mêmes mets que présente chaque tribu. Sans problème, nous nous marions entre nous. Voilà. Et il n'y a pas une grande... Voilà, l'échange culturel est au beau fixe entre les États. Mais aujourd'hui, on vient nous dire qu'à l'article 51 de la Constitution, qu'il faudra, comment dire, protéger une certaine minorité. Alors que toutes les tribus s'équivalent, toutes les ethnies s'équivalent. Il n'y a pas une qui soit plus grande que l'autre. Alors, vous comprenez qu'en insérant cela, celle qui est visée, c'est l'ethnie Tutsi. Vous avez suivi, lors d'une prédication d'un pasteur d'une église de Tutsi basée à Goma, ils disent qu'à part l'Israël, nous serons la deuxième communauté ou tribu à qui Dieu va donner des terres, parce qu'on va prendre les terres au Congo. Vous comprenez? Donc, c'est un problème à ne pas négliger. Vous avez également, lorsque nous parlons de problème de l'arrivée des musées en 1996, Musée est arrivé donnant au Rwandais 300 km de notre frontière. Il a donné également 300 km au Burundi et 300 km au Ougandais. C'est inclus dans cet article 217. Et vous allez comprendre également que cela est un problème, ce n'est pas si c'est inclus. Les Rwandais eux-mêmes nous disent que les problèmes, ce n'est pas les problèmes du social au Congo. Congolais, ouvrez les yeux. Battez-vous pour votre problème. Ce n'est pas un problème de l'économie, ce n'est pas un problème du social. Mais lorsque nos opposants sortent, vous voyez un monsieur comme Sesanga, qui, lors de sa campagne, il a pour point, objectif, entre autres, la révision ou le changement constitutionnel, en ressortissant au moins 34 articles. Entre autres, il parle de ceci, il parle même de la lourdeur lors de la formation du gouvernement, les temps que ça prend, parce que cette constitution ne permet pas. Alors, mais c'est ça aujourd'hui, lorsque le chef de l'État intervient à Lubumbashi, il passe pour le contraire, il dit non, ce n'est pas le problème de la Constitution si vous n'arrivez pas à donner à manger au peuple, si vous n'arrivez pas à construire les routes et tout ça. Mais alors que lui-même a décrié ces mêmes choses. Mais il veut faire voir au peuple que c'est une manipulation. Alors, que si rien ne va, si les gens ne mangent pas leur faim, si rien ne va, c'est que ce n'est pas le peuple de la Constitution. Alors que nous parlons Constitution, nous parlons révision ou changement selon que les éléments sont avancés. Et la commission qui sera désignée par le chef de l'État aura de la matière pour se pencher dans l'une ou l'autre option afin d'offrir aux Congolais une sécurité. On va évoluer en même temps, profiter de l'occasion pour éclairer bien sûr la lanterne de celles qui nous suivent. Très bien. Vous défendez la position qui est vôtre, vous qui êtes du régime, vous qui êtes du pouvoir. Vous avez dit qu'il y a certaines dispositions dans l'actuelle constitution qui nous empêchent d'aller de l'avant, qui bloquent même les pays ou encore le fonctionnement des institutions. Vous avez énuméré plusieurs. Nous allons axer le débat sur. Il y en a encore. Oui, mais bon. Ici, vous avez parlé de l'article 3, 4. Il faut ajouter 9 aussi. Vous avez parlé de 51, des 17. Là, vous rajoutez 9, mais du moins, 10. Prenons l'exemple de Ils sont nombreux. Ce que vous avez dit. L'article 217, et du fait que le chef d'État en a parlé, vous avez parlé aussi de l'article 51, où on parle de minorité, on parle également de vulnérables. Vous avez dit que nous avons plusieurs tribus et ethnies, et tous au même point d'égalité. Il n'y a pas lieu de parler des minorités. Mais que diriez-vous des autochtones, les peuples qui, pour la première fois d'ailleurs, avaient occupé notre nation? Nous parlons de pygmées. N'est-ce pas là? Les pygmées sont minoritaires et ils ont droit ou intérêt d'être protégés. C'est ce qui dit la Constitution. Pourquoi cette fixation? Je suis content que vous ayez posé cette question parce que les gens ont toujours voulu manipuler et mal interpréter les choses pour amener les gens à considérer certains points qui ne sont pas comme les cas que vous avancez des pygmées. Les pygmées, je ne sais pas en quoi ils seraient marginalisés. C'est par rapport à leur morphologie. Non, parce qu'ils sont minoritaires, ça c'est vrai. Non. Ils ont des conditions. Écoutez. Ils ont leur mode de vie. Ils ont leur mode de vie, voulais-je dire. Ils vivent très naturellement dans la brousse, dans la forêt.
D'où il y a certaines exigences qui exigent à ce qu'est passé cette ontologie de protéger leur manière de vivre. Par exemple, mais éviter justement, de la boiser, loi... éviter de couper les arbres pour les protéger. C'est ce qui dit la Constitution, c'est dans ce Cher sens-là Guélor, qu'on parle de protection des minoritaires. j'aimerais éclairer tout de suite la lanterne. La loi a 4 caractères majeurs. La loi est obligatoire, personnelle, impersonnelle, et abstraite. Vous comprenez? C'est-à-dire que la loi, quand bien même elle peut créer une certaine discrimination, mais la loi est opposable à tous et concerne tous. Vous comprenez? C'est-à-dire que la loi est faite pour protéger tout individu, qui qu'il soit et où qu'il soit. Vous comprenez? Alors, les pygmées, s'ils ont choisi de vivre tout près de la forêt, là où ils ont des maisons, oui ou non? Ils mettent au monde. Ils vivent comme tous les autres êtres humains qu'il y a sur la planète. Donc, il ne faut pas nous amener à dire que les pygmées, déjà, à ce que je sache, ils n'ont aucun problème de cohabitation parce que les bantous, comme les autres, les pygmées, ils sont ensemble, ils s'entrecroisent, ils coopèrent, ils ont de très bonnes relations, à ce que je sache. Mais ici, c'est une manipulation où on nous emmène une situation qui n'en est pas une. C'est-à-dire, quand vous allez à la manifeste qui est au niveau de la Belgique, vous trouvez que bien avant 1960, jusqu'à 1960 et même au-delà, nous n'avons pas une tribu qui s'appelle Banyamulenge. Quand bien même nos frères rwandophones, s'ils ont décidé d'avoir pour une seconde partie la RDC, ils sont les bienvenus. Parce qu'au Rwanda, il y a des Congolais, en France, il y a des Congolais, et vice-versa. Vous comprenez? Alors, le Congo a toujours été désigné comme un pays hospitalier, dont l'hospitalité légendaire est connue mondialement. Vous comprenez? Et ça va commencer aujourd'hui, qui est chasse à l'homme par rapport à une tribu ou une autre. Ça n'existe pas. Donc, c'est une création des Occidentaux. Suivez justement tous les débats à travers les grandes chaînes occidentales, notamment France 24, TV5 et autres. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils disent, lorsqu'ils parlent de Tutsi comme étant une tribu minoritaire qu'il faut protéger, tout ça. Et ça fait un fonds de commerce pour Kagame durant 30 ans. Mais Dieu ne dort pas. À la 30e année de la célébration du génocide rwandais, la vérité a été connue. Et les Américains ont révélé ça. Parce que depuis toujours, on a toujours su que seuls les Tutsis étaient... minoritaires. Non, pas minoritaires, mais étaient... lors du génocide, voilà, lors du génocide au Rwanda, seuls les Tutsis étaient massacrés. Alors que lors de la célébration de la 30e année, ils ont même révélé au monde entier qu'il n'y avait pas que les Tutsis. Il y avait les Twa, il y avait les Hutus et il y avait les autres peuples qui étaient massacrés, qui étaient sur place au Rwanda. Donc, tout cela, c'était une création du plan machiavélique orchestré pour déstabiliser notre pays, pour piller systématiquement les richesses que nous avons. Et tout ça, c'était un problème. Et la loi Bakajika, cher ami, la loi Bakajika disait le sol et le sous-sol. On va prendre l'article un peu plus tard. Restons d'abord au niveau de l'article 51, parce que nous parlons de minorité. Vous avez si bien dit que vous avez fait allusion plutôt aux Rwandais, aux Tutsis précisément, alors que la Constitution est nôtre. La Constitution, elle est congolaise. Elle n'est pas nôtre. Elle est nôtre parce qu'elle nous a été amenée, nous l'utilisons, mais les réalités et les raisons profondes pour lesquelles cette Constitution avait été mise sur pied, c'était pour servir ces intérêts-là des Occidentaux. Mais est-ce que ce n'est pas parce que nous avons une fixation vis-à-vis Je ne sais pas ce que vous appelez fixation. Non, parce qu'on est frustré par rapport au comportement du Rwanda ou encore du régime Kagame depuis la nuit des temps. Et du fait que nous, Congolais, ça il faudra le dire sans embâche, nous regardons parfois les Rwandais différemment. Non. Et par rapport à, je ne suis pas d'accord. Cet article, on pense... Je ne sais pas... Peut-être c'est une analyse qui n'est pas aussi bonne que ça. On pense que quand on parle de minorité, du coup, on voit les Tutsis, alors qu'à l'entame, je viens de vous évoquer ou encore de vous parler des Pygmées, que vous avez reconnu qu'ils sont minoritaires, bien qu'ils n'ont pas de problème. Non, ils ne sont pas minoritaires. C'est toi qui les indexes comme étant minoritaires. J'ai dit, c'est une
des races, des catégories, de tribus vivant au Congo qui sont minoritaires. Dis-moi s'ils sont minoritaires. Quelle est la tribu qui soit majoritaire au Congo? Tu peux me désigner une tribu majoritaire? Je vais te donner un exemple. Parce que vous êtes en train d'entrer dans les traquenards des ennemis du pays. Non, mais attends, mais c'est justement... Permettez-moi. Permettez-moi, les questions sont tiennes. La lanterne de ceux-là qui nous suivent. Oui, mais justement, convaincu ne me fais pas perdre le fil des idées. Certaines éclairages. Ne me fais pas perdre le fil des idées. Le problème, c'est lesquels? Je ne sais pas, monsieur le journaliste Guélor, vous êtes un grand monsieur de la presse. Je ne sais pas si vous pouvez m'indiquer une tribu qui soit majoritaire au Congo. Aujourd'hui, quand vous cherchez, est-ce que vous savez qu'il n'y a que les Mbala au Congo et les Luba qui sont uniquement au Congo et qu'on ne peut retrouver nulle part ailleurs? Oui. Est-ce que tu le sais? Oui. Mais pourquoi on ne les désigne pas comme des tribus minoritaires? Parmi toutes les tribus que nous avons au Congo, les Mbala et les Luba sont les deux seules tribus qu'on ne retrouve nulle part en Afrique, si seulement au Congo. Vous cherchez les Téké, ils sont en Brazza, ils sont en Angola, ils sont au Gabon, hein, et ils sont dans plusieurs autres pays. Au Gabon même, ils sont. Dites-moi, lorsqu'il faut aller sur cette considération-là, c'est comme ça que je dis, vous êtes en train de flouer le peuple congolais pour justement entrer dans la thèse des ennemis du Congo. Pas du tout. Oui. Comme j'ai dit, je me répète. Non, mais moi j'ai dit que... Avec vous, convaincu qu'on aura certains éclairages ou certaines lumières. Mais c'est justement la lumière que j'apporte. Voilà pourquoi il n'y a aucune tribu aujourd'hui au Congo qui soit majoritaire par rapport à l'autre. Toutes les tribus s'équivalent et l'harmonie est parfaite entre ces différentes tribus. On est voisins, on est famille, on est frères. Les petits bobos ne peuvent pas manquer, mais il n'y a pas affrontement entre peuples. Même article parle également de vulnérables. Mais qu'est-ce que tu entends par les vulnérables, les faibles? Ouais. Mais c'est justement la désignation de tout là dont on parle des vulnérables, donc les faibles, marginalisés. C'est ça le sens du mot. On donne à ce mot-là. Alors que là, nous avons tout un ministère qui s'occupe des vulnérables. Mais justement, qui dit vulnérable, ce n'est pas forcément le truc dont vous faites allusion. Nous avons les personnes vivant avec handicap. Écoutez, les aveugles, les albinos, le sourd-muet, ce monde-là. Moi, j'ai comme impression que tu m'amènes sur ton terrain, qui est le terrain de l'ennemi. Non, pas du tout. Mais justement, moi je dis ceci. Est-ce que lorsque on a écrit cette constitution en Belgique, hein? Lorsqu'on a écrit cette constitution en Belgique, est-ce que les ministres actuels ou le gouvernement actuel étaient là? La constitution a été écrite à Kisangani. C'est faux. C'est faux. La constitution n'a pas été écrite à Kisangani. Mais les Congolais, je ne sais pas, nous, peuple congolais, on est quel type de peuple? Si celui à qui la mission avait été confiée est passé sur Top Congo, en 2021, il est passé sur Top Congo. Il venait, il n'y a pas plus tard que 3 semaines ou 4 semaines, d'éclairer encore l'opinion. Il a reçu mission et mandat du gouvernement belge pour recruter. Et il est allé à l'Université de Liège. Ils ont rédigé cette constitution qu'ils ont amenée sur place. Et puis, ils ont parlé avec les sociétaires sur place. Et on a pris quelques érudits congolais qu'ils ont amenés à Kisangani pour justement harmoniser sur les travaux qui étaient déjà faits à Bruxelles. Et vous voulez qu'on vous fasse des dessins pour ça? Mais vous savez que ceux-là, eux-mêmes, ils se moquent de nous. Ils se moquent de nous, justement. Certaines personnes disent également que le chef de l'État a promis qu'il mettra en place, dans les jours à venir, au mois de janvier précisément, une commission, alors qu'il a déjà en main sa propre constitution. Là, nous allons prendre cette question. Ah, vous appelez ça un procès d'intention? Justement. Mais pour les autres, vous affirmez, vous dites que c'était fait exprès, vous parlez de l'article 51, ça, ce n'est pas procès d'intention, c'est plutôt fait exprès pour nous nuire. Votre point de vue. J'aimerais d'abord, avant que je vienne là, éclairer d'abord les gens par rapport à ce que tu dis. Oui. J'aimerais vraiment effacer les tableaux sur ce que tu dis. Parce que les gens risquent de se suivre dans ce que tu dis pour croire que tu es en train de dire les choses qui sont fondées. Le chef de l'État, garant de la nation, il a dit, dans les jours à venir, donc l'année 2025, je mettrai en place une commission. Cette commission n'est pas encore constituée. Je n'ai pas dit le contraire. Mais mais à t'entendre parler... Les opposants plus disent qu'il y a déjà une constitution bien rédigée. Entre ce qui est écrit et ce qui n'est pas encore écrit, on tient compte de quoi?
C'est qui est écrit, bien évidemment. Merci. Le chef de l'État est assis sur cette constitution. Le gouvernement congolais est assis sur cette constitution. On a décelé des imperfections, des choses dangereuses contre notre pays, contre les Congolais et contre le bien fondé de notre pays. Et c'est comme ça que le chef de l'État a dit, l'année prochaine, je mettrai une commission. Mais alors, si c'est des tractaires, comme tu dis, hein, vous dites qu'il a déjà une constitution. Mais justement, on dit, celui qui allègue une chose doit être à mesure d'en prouver, non? S'il avait une constitution, pourquoi ne l'a-t-il pas présenté à l'occasion à Kisangani? Parce qu'il est temps justement de parler de cela. C'est un procès d'intention parce que le chef de l'État est celui qui va nommer la commission. La commission ne s'est même pas encore mise au travail. La commission n'a pas encore même la matière sur laquelle elle va tabler. Mais lorsque les opposants dont tu fais allusion vous disent qu'il a déjà sa propre constitution, leur problème c'est de manipuler la population parce qu'il y a justement certaines personnes, je ne sais pas si je les appellerais faibles d'esprit, ou qui suivent à l'aveuglette les propos de certaines personnes mandatées par les ennemis de la République pour venir justement manipuler la population. Mais comment on va parler d'une chose qui n'existe pas et qui n'a pas été présentée et dire que ça existe? Qui sont réellement l'ennemi de la République? Ça aussi, c'est notre question. Mais, oui. Mais je viens à ta question, je vais te répondre. Pose maintenant la question que tu voulais poser. Oui, je voulais dire, quand on a parlé de minorité, vous avez défendu la constitution qui serait déjà rédigée, vous avez dit que procès d'intention, mais le chef de l'État, l'autre fois, avait prêté serment, voulais-je dire, sur la même constitution. En tant que garant de la République, il avait dit qu'il va protéger ces dernières. Oui. Il va veiller à ce que toutes les dispositions soient respectées et protégées. Aujourd'hui, lui-même, il nous dit, en brandissant bien sûr la même constitution, pour dire que constitution oyo ezamalamote et salamapona bisoté et salamaki na bisoté pona bisoté ezamalamote pona mboka. En tant que garant, en tant que président de la République, est-ce que ça revenait à lui de tenir ce genre de propos alors qu'il avait prêté serment? Il va protéger. Je ne parle même pas du respect, mais je parle de la protection. C'est une bonne question. J'aime bien cette question parce qu'il faut enlever le flou dans la tête des gens. Hein? Les problèmes, c'est que par moments, ça fait rire hein, certaines réactions des gens. La Constitution est la loi mère d'un pays. Cela n'empêche pas que le chef d'État, parce qu'il a prêté serment sur la Constitution, le fait il dit qu'il va protéger cette Constitution, et lorsqu'il constate qu'il y a des choses qui ne cadrent pas avec nos réalités, les choses qui mettent en péril ou en danger l'avenir de nos enfants, les richesses que Dieu nous a données, et dire qu'il ne peut pas changer cela. C'est aberrant. Mais Trump des États-Unis, à peine voté dernièrement, il est voté président de la République. Il a dit qu'il va revoir la Constitution. À peine, vous avez si bien dit. Non, j'en arrive. Je prends vos mots. Ne me prends pas au mot. Le chef de l'État s'était rendu compte que la Constitution n'était pas bien. Attendez. Ouais. Toi, tu crois pouvoir me prendre au mot, mais moi, au contraire, j'ai mes arguments. Avec plaisir, oui, j'attends. Parce que pour que Trump puisse exercer, il lui faut prêter serment. Et c'est qui lui donne accès à la gestion de la Respublica. Mais le chef de l'État, ça fait 6 ans qu'il est là. Ça a été normal que Mobutu change la Constitution 16 fois en 1967. Et ça a été normal que Mzee Kabila change la Constitution, le décret loi constitutionnelle du 20 mai 1997. C'est normal. Ça a été normal que Joseph Kabila change et touche même l'article 220, l'intangible. Hein? Il a révisé ça par 2 fois. C'était normal. Félix, il n'a pas le droit parce qu'il a prêté serment sur cette table. Et les autres, ils ont prêté serment sur quoi? La révision. Dites-moi, moi, je suis dans ta question. Kabila a révisé. Est-ce que je suis dans ta question? Oui. Mais permettez-moi de finir. La révision n'est pas mauvaise. Elle prévoit sa propre révision par la Constitution. Et même ça, même les changements. Est-ce que les mécanismes sont mis en place plutôt pour qu'il y ait changement? Oui. Vous prenez l'article 218 de la Constitution.
qui précise clairement que les mécanismes du changement Non, de la révision, voilà. de la révision Là, on parle de constitutionnelle révision, oui. doit être actionné si l'initiative est là. Il y a 4 personnes qui ont l'initiative. Le chef d'État, oui. le Parlement, Voilà. le gouvernement, Maintenant, le peuple que nous sommes. Parlant de via- révision, parce que jusqu'ici, le chef de l'État n'a pas dit qu'il changeait ou il révisait. Il dit qu'il va nommer une commission qui va tabler sur la révision ou les changements. Non, il avait dit la rédaction d'une nouvelle constitution. J'en arrive. C'est qu'il y a une nouvelle, c'est clair. Hein? Oui, mais il y a toujours le mécanisme. Parce que la Constitution répond à tout ça. Il n'a pas parlé donc, ici on parle. de dispositions Donc, ou de réviser lui, les en articles. tant que garant de la nation, il peut les faire. Et l'article 5 de la Constitution dit L'article clairement. 5. L'article 5 dit que le changement de la Là où on parle de Constitution référendum, oui. peut se faire par élection ou par référendum. Oui. Donc, le chef de l'État a ces mécanismes-là. Les deux représentants des deux chambres du Parlement ont ce pouvoir-là aussi. Le gouvernement régnant en Conseil des ministres a aussi cette option-là. Et puis, en dernier lieu, il y a 10% de la population qui peuvent agir par pétition, avec 100 000 signatures. Donc, quand les gens viennent vous dire, non, la Constitution a prévu la révision, mais les changements, ce n'est pas prévu. Mais l'article 5 est clair. L'article 5, parlons-en. Vous comprenez? S'il y a des matières qu'on ne peut pas toucher parce que les gens veulent apporter, faire de l'amalgame des choses, ils veulent amener les gens au flou. Non, constituer un lobby, ils ne peuvent pas le faire. Mais l'article 5 est clair. C'est-à-dire, s'il y a une question qui relève de la décision populaire, parce que cette constitution avait été votée au référendum en 2005 par la population. Tout à fait. Vous comprenez? C'est la population qui a conféré le pouvoir à cette constitution, devenue opposable à tous les Congolais. Mais si également, il y a une question liée à son changement, la question sera soumise également à cette population via un référendum, pour qu'elle puisse se prononcer sur oui ou non, on doit changer la constitution. Maintenant, qu'est-ce que les gens viennent vous dire? Est-ce que sommes-nous en mesure d'organiser un référendum? Et pourquoi pas? Les moyens. Mais de quels moyens vous parlez? Disponibles. De quels moyens vous parlez? Les élections? Non, mais comment écoutez, on va trouver les moyens? Pourquoi je l'ai dit? Parce que vous et moi avions suivi le budget de 2025. Il n'y a aucune rubrique où on parle élection, où on parle référendum. L'enveloppe, s'il faille organiser l'élection, il nous faut au moins 1,2 milliard. Et dans le budget de 2025, rien n'est prévu. Alors, quand on parle référendum, comment on va s'y prendre? Est-ce que, cher Guélor, je crois que les budgets organisent tout, même l'organisation des élections au pays. Non, vous avez raison. Mais vous et moi savons également que s'il faille parler d'élection, c'est en 2028. Les budgets de 2025, il n'y a aucune rubrique où on parle d'élection. Alors l'enveloppe de 1,2 milliard, où trouverons-nous tout ça? Mais écoutez, moi je ne voudrais pas qu'on mette la charrue devant le bœuf. Dans le budget, il y a... Le gouverneur sait prévoir, justement, le gouvernement sait prévoir. Voilà. C'est-à-dire, il y a les budgets qui est prévu régulièrement. Il y a aussi un budget qui vient d'ailleurs. Mais le moment venu... Qui va venir d'ailleurs? Non, mais c'est-à-dire qu'il y a des recettes sur place. Il y a également, dans les budgets, il y a toujours des rubriques de sommes qui viennent de collaboration ou entente avec le Fonds monétaire et autres. Et puis, donc, s'il faut organiser référendum, s'il faut organiser élection... Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Voilà ma réponse à ce qui concerne la question. C'est qu'il n'est pas encore moment de parler de cela. Dans tout ce que nous faisons ici, ce n'est qu'un débat. Que ce soit la décision sur l'ordonnance qui va convoquer la commission, elle n'est pas encore signée, et les budgets y afférents n'est pas encore voté. Attendons quand viendra le moment, on va poser tous la question au gouvernement de nous dire comment vous allez faire. Mais le plus important, il faut savoir que gouverner, c'est prévoir. Et les gouvernements, le chef de l'État qui a parlé de la commission qui va nommer, voilà, qui mettra en place, qui va nommer, ou mettra en place, je crois que quand viendra le moment,
il y aura toujours une solution qui sera trouvée. Alors, il y a un bloc qui venait de... il y a peu, hein, un bloc qui venait de voir le jour entre les opposants. Ils se sont mis ensemble, pas les moindres en tout cas. Hein, parce non, ce sont tous des belligérants, papa. Kabila, comment tu les appelles? Kabila, l'ancien président, il est belligérant, votre point de vue. Moïse Katumbi, belligérant, votre point de vue. Matata Mponyo, belligérant, sur vous qui l'édite. Martin Fayoulou, belligérant. Sissanga, tout ce monde-là, sinon c'est votre point de vue. Je dis plutôt que les opposants se sont mis ensemble pour barrer la route à ces projets du régime ou encore du président Félix Tshisekedi. Vous et moi avions encore suivi les chefs de l'État. Cette fois-ci, c'était à Lubumbashi, je crois, où il dit « Qui peut m'empêcher, moi, les garants de la nation, de changer la Constitution ?» Une très bonne question. Voilà. Je peux? Pensez-vous que c'était une bonne manière de dire? Ou bien, changer la Constitution, c'est vrai, ce n'est pas impossible, parce qu'on est à la 3e République, donc il y a eu changement. Ce n'est pas impossible. Merci. Mais dis-moi, j'avais posé la question en termes de mécanisme, là, je n'avais pas trouvé satisfaction. Donc, pour dire qu'on peut toutefois changer, si tu n'as pas trouvé satisfaction, si besoin il y a, par rapport à ma question, bien sûr. Laquelle? Mais quand le chef de l'État, je vais vous prévenir, quand le chef de l'État dit que qui peut m'empêcher, moi, de changer la Constitution, est-ce que ça sera par forcing ou bien il faut qu'il y ait débat entre Congolais, parce que le pouvoir qu'il a, le pouvoir qu'il détient, ça vient du peuple que nous sommes. Oui, mais c'est une bonne question. Quand bien même je veux qu'on revienne sur la question dont tu prétends n'avoir pas trouvé satisfaction. Parce que je suis là pour toi. Ouais. À moins que tu ne m'aies pas compris, j'aimerais qu'on y revienne. Mais il y a une chose qu'il faut que notre peuple sache, et toi par ricochet, toi aussi, qui me poses les questions. Je crois que Joseph Kabila, lorsqu'il a géré le pays, il l'a géré sur base de la constitution et loi et règlement du pays. On est d'accord? Oui. Alors, tous sont soumis à la loi. Joseph Kabila a déclaré récemment, là, il y a une vidéo qui circule, Dixit, « Je suis le seul ayant bâti campagne pour cette constitution. Même l'Église catholique était opposée à moi. » N'est-ce pas? Et c'est... Vous avez parlé du périple du chef de l'État. Il est justement en train de traverser les différentes provinces pour justement parler lui-même aux Congolais du bien fondé de la démarche future qui sera amorcée pour le bien-être du peuple congolais. C'est comme ça que j'ai dit, tout ce monde qui se sont réunis dont tu fais allusion, ils sont au Congo, ils se revendiquent libres, ils se revendiquent ayant droit de faire ce qu'ils font parce qu'ils tuent référence à la Constitution, ils tuent référence aux lois et règlements de la République. On est d'accord? Alors, comment est-ce que le chef de l'État qui dit « Je ne vois pas qui va m'empêcher parce que je suis le garant de la nation ». Je viens de faire une petite gymnastique avec toi. Il veut s'imposer? Non, mais j'ai la parole. C'est un langage dictatorial ou bien? Non, je suis en train de te répondre à la question. Je viens de faire avec toi une gymnastique partant de deux dispositions constitutionnelles, l'article 218 et l'article 5. Dites-moi, parmi les gens ayant que la Constitution reconnaît le droit d'actionner le mécanisme de la révision, le chef d'État y est ou non? Oui. Il y est. L'article 218. Est-ce que Kabila est là? Fayoulou est là? Ambongo est là? Chadari est là? Fayoulou se retrouve Franklin dans l'article... Chamala. Attendez. Il se retrouve dans l'article 5. J'arrive. Lors du référendum, en tant que peuple, oui. Oui, mais il se retrouve en... J'en arrive. Ouais. Ça, c'était une question qu'on va parler d'une certaine manière. J'ai justement en train de te dire que à l'article 218, il dit « Personne ne va m'empêcher parce que ses prérogatives constitutionnelles lui est reconnues par la Constitution. » Et lorsque Kabila a changé, parce qu'il se constitue en bloc des opposants disant qu'il ne peut pas changer. Lui, quand il a changé, quand il a révisé et changé la Constitution, qui lui avait donné les droits? Parce qu'il ne réfléchit pas. Si Kabila et compagnie réfléchissaient, ils comprendront que Félix est en droit de faire cette démarche parce que c'est une prérogative constitutionnelle qui lui est reconnue. Cette démarche dont vous faites... Deuxièmement, vous parlez révision ou changement? Il y a les deux des concepts qui diffèrent. Les deux.
Alors que la Constitution ne parle pas de... Mais je, comme peuple congolais, ne parle pas de changement. Peuple congolais, je vous prends en témoin. Non, Alors, il fait la sourde d'oreille. Pas du tout. Parce que j'ai bien explicité. L'article 218 est clair. Voilà. L'article 200 et l'article 5 de la Constitution est clair. J'ai bien dit ceci. S'il vous plaît, je vous relance simplement. Allons, Molo. Article 218, c'est là où on parle de la révision, n'est-ce pas? Et qui sont censés initier c'est cette dernière. Oui, ça répond justement à la problématique mais là, nous parlons de révision, voilà. Non, mais j'en arrive. Justement, on est dedans. Voilà. Quand tu dis qu'il a dit, est-ce qu'il va faire le forcing? Est-ce qu'il va s'imposer? De quel droit? Mais les droits, il tire le droit de l'article 218. Et puis, s'il veut changer, il tire le droit de l'article 5. Parce que c'est une question qui est intangible, à laquelle lui n'est pas en mesure de faire. Je t'ai fait savoir que cette constitution, après qu'elle ait été faite en Belgique, elle a été amenée ici, elle est passée au référendum en 2005, et le peuple lui a conféré une certaine légitimité. Mais si aujourd'hui on estime qu'elle constitue un danger pour notre pays, vous comprenez? Certaines dispositions, pièges contenus dans cette constitution constituent un danger pour notre pays. Qu'est-ce qu'on fait? On soumet la question au référendum populaire pour que la population puisse se prononcer par oui ou non. Hein? Est-ce qu'on peut changer? Oui ou non? Voilà là où Tshisekedi tire sa force. Mais de même que Kabila, lorsque il l'a fait, il était toujours dans cette casquette-là. Est-ce que vous êtes d'accord? Et maintenant, lorsque tu dis qu'ils se sont réunis, tu ne dis pas de moindre. Mais tu sais que je suis obligé d'ouvrir certaines choses. Lorsque Kabila a signé avec le CNDP l'accord de 2009, où il a cédé à la seule communauté Tutsi 43% des postes de commandement militaire pour le Nord Kivu et 39% pour le Sud Kivu. Il a accepté à ce que tout ce genre de M23, de CNDP, soit à la présidence de la République, à la primature, qu'il soit au Parlement et dans les cours et tribunaux, devant les cours et tribunaux. Et l'Est de la RDC a été cédé. Il a même accepté à ce qu'on puisse poursuivre nos FRDC et qu'on accorde l'amnistie aux combattants du M23. Vous savez pourquoi mon Alors, attendez, il ne faut pas me couper, j'explique. Parce que je vais justement vous faire voir à la population congolaise qui sont ces gens qui se sont réunis. Parce que lorsque Kabila a cédé l'Est, dans l'accord de CNDP, c'est contenu. Cet accord ici fait suite à l'accord de l'Émirat de 1996 que Kabila avait cédé. Et pas plus tard qu'il n'y a pas longtemps, Franck Diong est allé aussi faire allégeance, il est d'accord qu'on cède l'Est. Nanga l'a fait. Au Rwandais? Oui. Nanga l'a fait. Et qui est Katumbi? Katumbi a travaillé avec Kabila, il connaît tout ce qui s'est passé, et il est dans ces plans-là. C'est l'ami de Soros, qui est l'ami de Bill Clinton et les autres. Matata Pogno, c'est un citoyen rwandais, venu ici pour étudier, qui a été reçu par monsieur le Premier ministre Lunda Bululu, à la tête d'une délégation rwandaise. Lunda Bululu a crié ici, il a pleuré sur RFI. Il dit, je l'ai reçu comme chef d'une délégation rwandaise. Lorsqu'il apprend que monsieur est devenu Premier ministre, il a pleuré. Il dit, mais c'est que demain, il voudra devenir chef de l'État. L'infiltration. Voilà les dangers qui guettent notre pays, parce que tout ça est dedans. D'accord. Et dans l'accord de 2013, on a trompé la population pour dire que Kabila a accepté d'achever tout le point qu'on vient de l'accord de 2009. C'est-à-dire la cession de l'Est. Et maintenant, leur combat, c'est quoi? C'est que Tshisekedi pensait que Tshisekedi, en entrant au pouvoir, il allait jouer leur jeu pour que l'Est de la RDC reste entre les mains des Rwandais. C'est comme ça qu'ils ont dit, ils n'acceptent pas
Ils ne respectent pas les accords. Et ces gens qui se sont réunis... ce que vous dites... Attendez. Ces gens qui se sont... jouer le jeu les pour jeux... que l'Est soit cédé aux Rwandais. Exactement. Voilà pourquoi à un moment, je vous ai posé la question. D'après vous, qui sont réellement les traîtres? Parce que ça, c'est une question qui taraude l'esprit des Congolais. Ah, tu veux que je désigne les traîtres? Non, je continue. Vous aurez à réagir un peu. Mais toi, tu m'as coupé, je n'ai pas fini. Je relance. Vous aurez à réagir. Mais quand tu me relances, je suis en train de les lire quelque part. Énuméré. Non, parce que j'ai noté. Mais justement, parce tu que prives au peuple les développements de pensées pour qu'ils comprennent les bien fondés de la démarche et de ce qui se passe. Évolue alors. Vous comprenez? Je vais intervenir. Parce que je vais vous relancer plus tard. Oui, justement, c'est pour te dire que Franklin Tchammala est venu de FCC. Il est venu représenter Matata Pognon. Fayoulou, à Genève, il avait accepté qu'on cède également l'Est de la RDC. Ah bon? Oui. Et Kitoko était là, venu le représenter. Et tout ce monde-là, ils sont sur ce plan-là de la cession de l'Est. Et Tshisekedi s'est dressé comme opposant farouche à ce plan pour que l'Est ne parte. Et c'est la démarche aujourd'hui qui fait que l'on puisse se battre pour que l'Est de la RDC, aucun centimètre de nos frontières ne puisse aller au Rwandais. Et c'est ça le plan de l'ennemi qui sont derrière tout ce monde-là. Ils ne roulent pas pour le pays. Comment voulez-vous comprendre que c'est Sanga qui était un seigneur de guerre, qui s'est bâti? Vous comprenez, tout ce monde-là qui se sont réunis, que vous traitez de pas des moindres, ce sont des gens qui sont dans la logique de la cession d'une partie de notre pays, c'est-à-dire l'Est de la RDC. C'est ce que nous déplorons. Et Tshisekedi ne veut pas, et c'est pourquoi on doit changer cette constitution pour sauvegarder nos frontières, sauvegarder notre pays. Vous avez suivi ce qu'ont dit les Français, même le président français dernièrement sur France 24, quand le chef de l'État est allé inaugurer l'usine de Kiko à Kipouche. C'était pour la toute première fois. Le monde entier était étonné que cela provienne de la France. Ça, c'est un grand président. Je peux maintenant vous relancer, parce que vous avez dit suffisamment le temps de parler. Je reviens par rapport à ce que vous avez dit, que le chef de l'État ne veut pas jouer le jeu de l'ennemi pour céder l'Est de notre pays. Et on va parler de l'article 9. Au Rwandais. On va parler de l'article 9 et de la souveraineté. C'est ce que vous avez dit. Oui. Et vous avez dit que Kabila, l'autre fois, avait signé les accords pour que l'Est de la RDC soit au Rwandais. Et tu le sais aussi. Tous les Congolais le savent. Non, c'est ce que vous dites. Hein. Ce sont vos propos. Et moi, je ne fais que relayer ce que vous avez dit pour vous poser, bien sûr, la question. Alors, que diriez-vous de ceux-là qui disent qu'il y a eu un accord où on avait donné nos minerais, l'or précisément de la RDC, au Rwanda? L'accord de Sakima, vous en savez quelque chose. Voilà pourquoi j'avais posé la question de savoir qui sont réellement les traîtres. Laissez-moi finir, je vous en prie, en tout cas. Que diriez-vous du projet qu'avait Kagame de nous construire toute une cité, n'était la Grogne? Eh bien, on allait avoir les cités. C'était sous régime du président Félix. Que diriez-vous de cette mutualisation des forces entre la RDC et l'Ouganda, alors que la position de Museveni est connue? C'est trop de questions à la fois, il faut aller Oui, non. En réalité, c'est une même question, mais du moins, il y a des sous-branches. Alors, quand les autres, vous avez cité Franck Diongo, vous n'avez pas tort, s'approche de Kagame, c'est une trahison. Quand Kabila, comme vous avez dit, s'approche de Kagame, vous avez dit que c'est une trahison. Vous êtes allé trop loin. Pour dire également que Martin Fayoulou avait accepté de travailler avec Kagame, ça c'est vous qui le dites, mais c'est trop, plutôt c'est une trahison. Mais quand le chef de l'État reçoit Kagame ici au Congo, ici à Kinshasa, il est au stade des martyrs, ça ce n'est pas une trahison. Quand le chef de l'État... Là, tu poses bien... Je vous pose des questions. Mais permettez-moi de répondre. Oui, non, je n'ai pas encore fini. Les exemples sont légion, mais laissez-moi de prendre quelques exemples. Pas du tout. Même les gens qui nous suivent essaient de nous comprendre. Mais tu as posé... Kagame était ici, il y a eu accord de... En fait, raffinerie de nos minerais, l'or précisément. Rwandais... Mais c'était déjà posé, mais voilà. Permettez-moi d'y répondre. Alors... Qu'est-ce que vous en dites? Quand c'est le président qui le fait, ce n'est pas un problème. C'est une quand très c'est bonne les autres, vous pensez que c'est une trahison. Tu sais que je suis content de... Tu es vraiment affûté parce que je comprends à la fois que, en tant que journaliste, tu reçois les préoccupations de nos compatriotes. Absolument. Et tu veux les traduire en actes pour qu'on puisse éclairer. Et moi, je suis content pour cette question. Merci beaucoup. Voilà maintenant ma réaction. Exact. C'est ce que nous attendons. C'est-à-dire vous avez la parole. Oui, c'est-à-dire que
entre les États, il n'y a pas de camaraderie, il n'y a que les intérêts. Tout à fait. Et en deuxième lieu, ce que tu dois savoir, cher ami Guélor, et à notre cher peuple, pour ceux qui ont l'occasion de suivre en ce net moment, c'est que le chef d'État, lorsqu'il entre au pouvoir, après avoir passé au peine fin la situation de lui laisser par son prédécesseur Kabila, et la situation de guerre et de troubles perpétuels entre le Rwanda, l'Ouganda et les Burundi et les autres, il s'est dit qu'avant toute chose, je vais aller voir chacun de mes voisins. Et il est allé à la rencontre de ses voisins pour leur dire, tiens, voilà, chers voisins, ce qui nous divise ne peut pas être plus fort que ce qui peut nous unir. À la place qu'on se fasse des guerres, qu'on se combatte mutuellement, que les gens ne perdent. On peut tisser des relations d'affaires et des contrats bilatéraux et tout ça, qui va nous permettre de profiter à nos peuples respectivement. Et c'était une décision personnelle ou individuelle? Qu'est-ce que tu appelles une décision personnelle? C'est une démarche diplomatique du chef de l'État qui est allé justement à la rencontre de ses voisins pour essayer de leur faire entendre raison. Dans le sens où il fallait consulter personne avant de prendre ce genre de... Alors d'entreprendre... Non, c'est que toi, tu es justement dans une logique des opposants qui posent ce genre de questions sans comprendre. Parce que les députés, là, je suis en train de te donner... Les députés vous diront qu'ils n'étaient pas contactés. Non, attendez. Le chef de l'État... On va chuter déjà. ...a le droit de faire une diplomatie, hein, parce que la Constitution lui reconnaît, le précise de son poste en tant qu'institution. Ça lui est reconnu. Il peut entreprendre des démarches et ensuite céder la place à l'institution Parlement pour qu'elle puisse agir par la suite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle du couple franco-allemand. Tu sais quelle guerre il y a eu entre les Allemands et les Français? Mais aujourd'hui, on parle du couple franco-allemand. Ils sont dans de très bons termes. Rien ne peut se passer en Europe sans que la France et l'Allemagne s'entretiennent au téléphone et s'entendent sur la démarche. Donc, le rapprochement, c'est pour te dire que lorsque le chef de l'État décide de demander à Kagame ou à d'autres, Kagame surtout, qu'on peut avoir à traiter, à signer des contrats bilatéraux qui vont profiter à nos deux peuples. Vous êtes pour moi et lui a cru, attendez, lui a cru qu'il était sincère. Il était sincère et puis ça allait quand même amener à une paix entre voisins et tout ça. Et c'est comme ça que lorsqu'il a constaté qu'il n'y avait pas bonne foi dans les chefs du Rwanda et des autres, commencé par le Rwanda d'abord, il a annulé tous les contrats signés entre les deux nations. Ça, c'est très important de savoir. Merci beaucoup. Mais aussi, il y a un élément important, quand même on signale là-bas, il fallait, on ne peut pas oublier, parlant de la souveraineté de la RDC, l'article 9 de la Constitution dit que nous exerçons une souveraineté permanente sur le sol, le sous-sol, sur la mer et l'espace aérien, tout ça. Mais la loi Bakaji, quand je voulais en parler, tu m'as empêché. On n'a pas eu le temps, désolé. C'est très important parlant de la question. Les biens que nous avons ne nous appartiennent pas. Partant de l'article 9. Nous parlons de la souveraineté. La souveraineté, il y a des points il faut toucher, malheureusement. Voilà, mais on peut parler de la souveraineté. Comment on va se dire être souverain si l'article 9 dit que les biens que nous avons ne nous appartiennent pas? Nous n'exerçons qu'une souveraineté permanente. Partie remise. Merci à vous, Maître Bénieli, pour la disponibilité. Oui, c'est moi qui te remercie. Vous étiez là pour éclairer, pour défendre votre camp, éclairer également pour défendre les pays et surtout à ceux qui se font manipuler, qui ne comprennent pas certaines choses. Je crois pas, par mon humble avis, par ma petite voix, je pense être utile aussi pour que ceux qui se font manipuler, qui ne comprennent pas, qu'ils aient le temps de comprendre. On peut vous retrouver prochainement. Tout dépendra de la disponibilité de mon invité pour organiser une autre émission. Question de toucher il n'y a pas de problème. Merci d'être venu. Je rappelle que vous êtes Union Sacrée. Vous êtes président d'un parti politique. Vous êtes professeur de surcroît. Merci beaucoup, Maître Bénieli. C'est moi qui vous remercie, Guélor. C'est la fin de cette émission. On va vous retrouver demain à la même heure, avec le même plaisir. Ça sera pour un nouveau numéro. La rediffusion, c'est à 18 h. Vous y étiez partout dans le monde. Vous avez eu le temps de nous suivre. Nous vous disons merci. Nous étions sur la plateforme, donc nous étions en direct, voulais-je dire, sur YouTube, sur Facebook. Les internautes, abonnez-vous à Express Télévision, abonnez-vous à la RTVS. Et à Molo Cantoni, merci à toi, merci à Brandon, merci à Humbel et encore une fois de plus, merci à mon invité pour la disponibilité. Partie remise. À demain et à la prochaine.